qui vient des Girondins de Bordeaux pour pouvoir expliquer que leur actionnaire les a lâchés. Le contexte économique lié à la pandémie de la Covid-19 et au retrait de Mediapro a provoqué une baisse sans précédent des recettes des clubs de football français. Ces événements s'ajoutent aux conséquences financières ayant déjà durement touché les clubs la saison dernière en raison de l'arrêt du championnat et de la perte des revenus qui en a découlé. Alors que le FC Girondins de Bordeaux est fortement impacté, King Street, son actionnaire, après avoir investi 46 millions d'euros dans le club depuis son rachat, a fait savoir qu'il ne souhaite plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs. Ces circonstances ont conduit le président à protéger le club en le plaçant sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux. Un mandataire ad hoc a été nommé. Il sera chargé d'assister le FC Girondins de Bordeaux dans sa recherche d'une solution durable. Il y a eu un certain nombre de réactions de la part d'anciens joueurs du club, des joueurs mythiques. Je vous propose de réécouter justement ces extraits avec les champions qu'on a pu avoir en ligne tout à l'heure. Honnêtement, je suis à moitié surpris parce que, étant donné la gérance de King Street depuis leur rachat, lâcher le club comme ça à 3 jours d'un match décisif à Lorient en fin de saison, je trouve ça minable. Il y a eu de gros menteurs, des super menteurs. Le président en figure de proue, qui s'est non seulement caché, qui a menti à tout le monde et qui a profité de la situation. Je précise. J'inclus GACP dedans, qui s'est gavé sur la bête en même temps en faisant des frais colossaux. En plus, on vit actuellement aux Girondins dans une situation, dans la sphère des Girondins, avec autour des relations qui se sont complètement dégradées, une approche du club qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Il n'y a que beaucoup de dettes. Énormément de dettes, il n'y a pas énormément d'actifs. Les Girondins sont propriétaires de pas grand-chose, ni du stade, ni du centre d'entraînement. Les joueurs, j'en parle même pas, il n'y a pas ne serait-ce qu'un petit joueur que tu pourras vendre 10-15 millions pour essayer de rétablir la balance. Pas de formation en vue, donc situation dramatique. Ce que je constate, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus d'entreprises ou de fonds qui viennent acheter les clubs français et qui finalement démontrent qu'ils n'ont absolument aucune compétence pour gérer un club de foot, qu'ils ne connaissent absolument pas le foot. King Street, ils ont vraiment démontré qu'ils n'avaient aucune connaissance du football. Quand je revois un peu l'organigramme de ce club-là, je vois presque personne des années 99 par exemple, quoi. Des années où il y avait des joueurs qui auraient tout fait pour leur club, qui ont tout fait pour leur club, et qui étaient vraiment amoureux des Girondins de Bordeaux, et on s'est jamais appuyé sur ces personnes-là pour essayer de transmettre le flambeau. C'est dramatique pour les supporters, mais pour les joueurs, les ex-joueurs, le passé du club, mais ça peut être salutaire aussi. Parce que j'ai connu des clubs qui sont descendus. On ne va pas prendre le cas pour diverses raisons. Bastia est en train de remonter. Ils ont connu, Reims était descendu à une grande époque. C'est remonté. Alors c'est triste, ça peut durer. C'est sportif, ça. Non, mais d'assainir tout. Enfin, je te dis, de temps en temps, vaut mieux rompre avec un schéma qui ne marchait pas. On le paie au prix cher, et puis tu repars avec une nouvelle équipe, et tu prends ton temps, et tu bâtis quelque chose de fort et solide. De toute façon, c'est la seule solution. À part pleurer et trouver peut-être un repreneur, mais quel projet derrière? Est-ce qu'il vaut mieux pas assainir et avoir des gens qui repartent sur des choses réalisables dans le temps? Et pourquoi tu pourrais pas avoir un repreneur en ayant un projet aussi réalisable, et pas automatiquement de repartir tout en bas, sachant la difficulté de remonter les divisions, la difficulté des championnats nationaux, Ligue 2, quel que soit le club, Eric. Oui, mais je pense qu'il faut toujours rester quand même, s'il y a possibilité de rester dans l'élite, il faut rester dans l'élite. Oui, mais coûte que coûte, moi je dis que c'est un danger. Si tu redescends en Ligue 2, et tu bâtis, tu peux remonter. Moi, après. Il y en a qui ne remontent jamais. Hein. Oui, quoi? Il y en a qui ne remontent jamais. Mais Bordeaux, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Bordeaux, c'est pas n'importe quoi. C'est une marque. C'est la 5e ville de France. Il y a un stade flambant neuf après l'Euro 2016. Il y a quand même. Tu peux attirer. Moi, j'espère demain qu'un type va arriver, enfin un fonds d'investissement ou des repreneurs, ils vont se mettre à 4, à 5. Mais moi, ce que je crois, c'est si tu as un actionnaire fort, majoritaire, ça marche toujours mieux. Il faut toujours s'appuyer sur quelque chose. Malheureusement, il faut qu'il soit bon, qu'il s'entoure. Ça n'a pas été le cas et ça amène au dépôt de bilan.
particularité de Bordeaux aujourd'hui, c'est pas celle-là, parce qu'on est tous d'accord, Bordeaux, c'est connu dans le monde entier via le vin. Donc à la base, évidemment, Bordeaux, par son nom, c'est intéressant, par son histoire, c'est intéressant, par sa situation géographique, c'est intéressant. Mais en attendant, après 20 ans de M6 qui ont été plutôt positifs, qui est venu? Un fonds d'investissement, pas quelqu'un, comme tu dis, milliardaire, amoureux du vin peut-être, et donc qui s'est dit je vais acheter le club de foot. C'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui... Ça coûtera peut-être moins cher maintenant. Comment ? Ça coûtera peut-être moins cher maintenant. Oui, mais sauf que qui arrive dans le foot aujourd'hui ? Pas beaucoup. Je veux dire, à Lille, là, t'es heureux quand t'es supporter lillois parce que t'es en tête du championnat, mais en vrai, t'as quand même très peur parce que derrière, tu sais pas ce qui se passe en réalité. Donc, t'as quand même énormément de clubs et de supporters qui sont dans une incertitude. Je veux dire, pas tout le monde a la chance d'avoir le PSG et le Qatar. Juste une chose, parce que là, c'est le domaine du rugby. Par exemple, Bordeaux, qui est une très grande équipe de rugby. Marty, ça fait 20 ans, 15 ans qu'il est l'UBB président. Il a ouvert la porte à des partenaires. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'arrive pas, pour l'instant, il était prêt à vendre ou au moins à cohabiter, et ça marche. Et à Bordeaux, tu as l'impression que le vin suffit pour les grandes entreprises à ne pas s'adosser à un club de sport. Tu vois, j'en ai parlé avec eux, pourtant c'est une marque, tu vois, les Girondins. Mais ils se disent, le vin, nous... Magrez avait fait un petit tour dans le monde du rugby. Magrez, qui est un des propriétaires très importants sur la région de Bordeaux, en rugby. Ça n'a pas duré longtemps, il est reparti. Procédure de protection du tribunal de commerce, il y a 3 niveaux, on peut dire. 3, voire 4 intermédiaires. La première, la procédure de sauvegarde. La procédure de sauvegarde, c'est la moins dommageable, la moins gravissime, si je puis dire. C'est un peu la procédure de négociation qu'on avait pu avoir il y a quelques mois entre Mediapro et la Ligue. C'est simplement un mandataire qui va se charger de mettre d'accord les créanciers, l'argent, enfin ceux qui ont prêté de l'argent à Bordeaux et les dirigeants bordelais qui ne peuvent pas honorer ces traites. Procédure de sauvegarde, ça peut durer 12 mois maximum, il peut y avoir une procédure accélérée de 3 mois, et quasiment à chaque fois, on trouve un arrangement et on sauve l'entreprise. Deuxième cas de figure, deuxième niveau, la procédure de redressement judiciaire. Là, c'est un tout petit peu plus dommageable. Le redressement judiciaire, toujours le mandataire, va constater que l'entreprise en question, les Girondins de Bordeaux, est en grande difficulté financière, mais il y a une solution. Il y a une solution, il faudra la trouver. Faire défaut sur la dette, alléger les finances, alléger les dépenses, alléger la masse salariale, peut-être accepter une relégation administrative en Ligue 2 pour alléger quelque peu l'aspect sportif. Mais en tout cas, le club est sauvé. De la même manière, trouver un nouveau financier, un nouvel investisseur, si effectivement King Street s'en va et cherche à vendre le club. Mais redressement judiciaire, la survie existe. Troisième niveau, la liquidation judiciaire. Et là, c'est la pire solution. La liquidation judiciaire, le mandataire ad hoc nommé par le tribunal de commerce décrète que le club, l'entreprise est insolvable, est insauvable, est insolvable, que la dette est trop importante, que personne ne pourra venir sauver les Girondins de Bordeaux et qu'on parlera alors de réamateurisation, on retournera en national. Ça, c'était Grenoble ? Par exemple, Grenoble, Le Mans, Sedan, Strasbourg... Des clubs ont fait faillite et se retrouvent en national. Là, pour le moment, on n'en est pas là. Alors, il y a 2 cas de figure. Enfin, il y a 2 choses à dire. Premier élément, c'est quand bien même il y a une procédure de protection de la part du tribunal de commerce, le club assuré jouera à la fin de saison. Alors effectivement, on pourra parler de l'aspect sportif. Jouer 5 journées avec cette épée de Damoclès de risque de faillite, c'est quand même inquiétant. Mais il n'y aura pas de relégation puisque depuis la Covid-19, le règlement fédéral a changé et les clubs, s'il y a une procédure auprès du tribunal de commerce qui est entamée lors de la saison, la DNCG ne peut pas reléguer les clubs. Elle le fera a posteriori, après. Si, effectivement, il n'y a pas de solutions qui sont trouvées. Donc, il n'y a pas de relégation possible cette saison. La saison d'après, ce qui est sûr, c'est que la DNCG va regarder ce qui se passe en juillet-août. Il faut bien quand même préciser qu'il y a une différence entre le temps sportif et le temps judiciaire. On l'a vu avec l'USNAC, d'ailleurs. L'USNAC, ça a duré 2 mois, et en 2 mois, c'est bon, merci, au revoir, ils ont été relégués et dissous. Alors que 2 ans plus tard, le tribunal, la justice a donné raison aux dirigeants. Mais 2 ans plus tard. Donc là, pour le cas de Bordeaux, c'est la même chose, c'est compliqué, c'est que la saison prochaine, c'est en août. Donc la DNCG devra prendre une décision en juillet pour savoir si Bordeaux peut rester ou Bordeaux doit partir. Va arriver dans les jours prochains au sein de l'administration bordelaise, va constater les finances, va constater les dérèglements. On parle quand même, je suis allé voir en 2019, 73 millions d'euros de dettes.
en 2019. Donc le Covid-19, le crédit, le prêt garanti d'État, le prêt auprès des banques d'investissement lors de l'arrêt de Mediapro, la perte de Mediapro, la dette pourrait être montée à 90 millions d'euros. Donc si d'ores et déjà ils constatent que ça va être très compliqué pour eux, s'ils regardent un peu le marché et ils constatent qu'aucun investisseur ne serait intéressé par la marque bordelaise pour venir soit racheter la dette, soit couvrir la dette, remplacer King Street, la DNCG, en juillet, elle prendra malheureusement la décision de dire merci, au revoir. Il reste un espoir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Bordeaux a coulé. Il reste un espoir. Mais si en juillet, rien n'est fait, Bordeaux jouera le National 3 en août prochain. Oui, il existe. Parce que le contexte actuel fait que, avec Mediapro en France, l'autre élément à prendre en considération, c'est que pour l'instant, on ne sait pas à combien va être valorisé et seront valorisés les droits de TV de la saison prochaine. Le contrat de gré à gré entre Canal+ et la Ligue se termine à la fin de saison. Et on ne connaît pas la valeur des droits TV de l'année prochaine. Donc, mettez-vous à la place d'un investisseur qui sait qu'il doit récupérer un club qui sportivement est à la rue, qui économiquement a accumulé plus de 73 millions d'euros de dettes, qu'il devra couvrir. Il pourra les couvrir via un fonds, via une banque, mais il devra les couvrir. C'est-à-dire que ça, quand vous arrivez, il faut déjà régler ça. Alors, soit vous rachetez la dette, comme ça, elle est expurgée et vous avez payé 73 millions d'euros, soit vous récupérez la dette que vous intégrez dans votre passif, mais que vous pouvez sauver, solvabiliser, assurer via le soutien d'une banque, d'un fonds d'investissement ou en tout cas d'une banque d'affaires. Mais en tout cas, il faut la prendre. Donc l'investisseur qui va arriver, il va devoir savoir que s'il vient dans ce club qui compte rester en Ligue 1, s'il reste en Ligue 1, c'est 73 millions d'euros à assurer. Il n'a pas dépensé un euro, qu'il a déjà un problème à King Street peut revendre le club pour un euro symbolique, mais derrière, en passif, il y aurait écrit moins 73 millions. Et celui qui arrive, donc, il n'a pas commencé à dépenser de l'argent, qu'il a déjà moins après, 73. il peut l'échelonner sur 5 ans, sur 10 ans. C'est pas engageant. C'est pas engageant. Il y a ça. Arriver avec des tickets resto, là, quand même. 73 millions, là, t'as déjà pas commencé. Oui, mais après, il peut l'échelonner sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si une banque le suit, encore une fois, si une banque le suit. Et l'autre élément à prendre en considération par rapport à ces banques, c'est les contextes. C'est les contextes Covid-19, crise, Mediapro, football français. C'est compliqué. Donc, mettez-vous à la place d'un investisseur local ou international. Il se dira, est-ce que je vais aller à Bordeaux? J'ai envie de citer le modèle allemand. Je sais que Vicente Lizarazu a témoigné lors de la première partie. En Allemagne, on a le modèle qu'on appelle 50+1. Le modèle 50+1, c'est l'interdiction pour un fonds, ou en tout cas un actionnaire étranger non lié directement au club, à prendre des parts majoritaires au sein d'une équipe et à l'obligation de rester au minimum 20 ans avant de pouvoir prendre des parts majoritaires. Donc il y a une obligation de stabilité minoritaire avant de pouvoir espérer... Ça, en France, on peut le faire dans les textes, si on veut? C'est illégal aujourd'hui. On pourra toujours trouver un juriste qui dira que c'est contraire aux lois de la concurrence. C'est le problème du droit aujourd'hui. C'est que le droit, comme c'est à l'interprétation des traités et des textes, on peut dire pour la respectabilité, pour la stabilité du sport, on peut le mettre en place. Et on peut avoir un autre juge qui dira non, selon les traités européens, c'est libre concurrence. Donc, il y a un risque à vouloir le mettre en place. Ça peut être très intéressant, mais on n'a aucune certitude vis-à-vis du droit. Parce que les traités européens font que la libre concurrence, la liberté d'entreprendre, si vous êtes actionnaire et vous avez des milliards à dépenser, vous avez le droit, en théorie, d'aller le dépenser à Bordeaux. Alors pourquoi l'Allemagne arrive? Parce qu'en Allemagne, ils ont fait un cas spécifique, ce qu'il n'y a pas en France. Est-ce que vous voulez d'ailleurs voter Macron au moment de la Super Ligue européenne? C'est voter la spécificité du sport. Et en Allemagne, le sport étant spécifique, il y a une loi qui assure la spécificité du sport. Il n'y a pas de droit européen qui est politique, en fait. L'Allemagne ici considère que le droit au sol allemand, si tu veux, considère que le sport étant spécifique, ils ont le droit d'appliquer des règles spécifiques sans respecter les traités européens. Et donc des Girondins, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'un investisseur vienne récupérer Bordeaux potentiellement relégué. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais potentiellement relégué. En tout cas, il est 16e ou 17e. 16e à 5 points du barragiste. Potentiellement relégué avec 73 millions d'euros de dette. Admettons qu'une banque le couvre sur cette dette et l'échelonne sur 10 ans, soit. Mais en tout cas, il faut qu'il soit suffisamment confiant et qu'il dégage de la confiance pour qu'une banque le suive. Et qu'en plus, ils doivent rajouter 20 ou 30% de garantie financière. C'est possible, mais ça réduirait quelque peu le potentiel de repreneur pour ce club. Régis voulait intervenir. Régis, puis Dominique. Une question, comme l'actionnaire s'est retiré, la prise en charge de tous les salariés du club aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore acté si c'est une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, ils sont encore payés et les rémunérations sont assurées. Si on rentre dans la procédure de liquidation et de redressement, ils sont licenciés. Et le temps de licenciement, c'est l'État qui prend en charge. Si c'est sauvegarde,
il y a une solution de recours et ils maintiennent leur salaire et même ils maintiennent les emplois. Si c'est liquidation, la fin des contrats et les licenciements sur un plan, un PSE qui s'appelle de façon assez hypocrite un plan de sauvegarde de l'emploi, même si c'est des licenciements, l'État prend en charge. Dominique Sévrac, puis Mélisande. Au début de la séquence, on a entendu Alain Giresse, Johan Micou, Trémoulinas, Wagnac, tous disaient on n'est pas surpris, Johan Micou, tous disaient on n'est pas surpris, tout le monde le savait. Est-ce qu'il y a un droit de regard qu'on peut institutionnaliser, puisque visiblement, vu que tout le monde savait que Christie faisait n'importe quoi, que Bordeaux était mal géré, que c'était l'incompétence au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas, du côté de la mairie, des supporters, de la DNCG, quelqu'un qui peut dire « Attendez, là ça se passe mal, on va dans le mur ». Ça serait de la remise en cause du droit à la propriété. Parce que dès lors que quelqu'un est actionnaire propriétaire d'une institution comme les Girondins, il a le droit de regard absolu sur cette entreprise, ce club. Donc dès lors que King Street est propriétaire à 100%, il fait ce qu'il veut, qu'il soit critiqué ou non. Que la mairie dise attendez, oui mais non, que les supporters oui attendez, oui mais non, que les anciens joueurs disent attendez, oui mais non, mais ils n'ont pas de part malheureusement sur ce club. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir commencer à entamer des procédures d'actionnariat populaire, que les supporters deviennent directement actionnaires. Peut-être que le prochain niveau, avec la faillite probable du club, en tout cas sa dévalorisation certaine qu'il va avoir, c'est qu'à terme, les supporters puissent mettre en place une association de captation des actions pour devenir actionnaire du club à hauteur de seulement 5 millions d'euros, par exemple. Le patrimoine du foot français qui est menacé de disparition. 6 fois champion de France. 6 fois champion de France. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on arrive au bout d'un système Alors, il y a eu cette histoire de Super League. On sait qu'il y a des clubs qui sont un peu hors sol et qui ont des moyens à eux et tout. Mais pour l'immense majorité des autres, on a l'impression que peu importe l'actionnaire, peu importe le propriétaire, il perdra de l'argent. Il perd de l'argent, on voit ma course à Marseille, il en met, il en perd, partout, tout le temps, M6 en perdait, tout le monde en perd. Et est-ce que c'est viable une industrie, parce que c'est plus que seulement du sport, c'est une industrie où tout le monde perd de l'argent. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose et quelles sont les solutions? Un salary cap, un petit peu plus de raison dans les montants? Moi, j'ai le sentiment, après c'est mon avis personnel, je ne dis pas que ça va être ça l'avenir, mais on est à un croisement, il y a 2 chemins possibles. Et je pense que les 2 chemins vont être pris. On pourrait avoir l'optique d'un football qui reviendrait à échelle humaine, à taille humaine, avec des droits TV dévalorisés, des salaires à la baisse, des rémunérations à la baisse, des transferts à la baisse, avec un équilibre quelque peu, mais un équilibre faible, où on aurait des budgets de 10, 15 millions d'euros et plus de 100 millions d'euros. Mais de l'autre côté, on aura toujours les immenses clubs qu'ont été ces clubs dissidents de la Super Ligue européenne, qui eux maintiendront leur rente de position et leur rente capitaliste en créant, en finalisant, en mettant en place cette Super Ligue européenne avec un football à 2 vitesses, entre un football mondialisé hors sol, entre du Real Madrid-Juventus joué à Miami à 11h et des matchs du championnat de France diffusés sur l'équipe 21 ou France 3 Île-de-France à des droits TV de seulement 5 millions d'euros. C'est possible. On peut avoir une segmentation, une polarisation et une division du football entre le football d'en haut du Real Madrid, du Barça, qui seront couverts par des... Regarde par exemple, le Barça qui a une dette colossale, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils seront encore couverts par les banques. Ils ont 300 millions d'euros à rembourser à court terme, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent pas, ils seront couverts. Là, Bordeaux, aujourd'hui, ils sont en procédure possiblement de redressement judiciaire. Ce qui n'est pas le cas du Barça, malgré son milliard de dettes. Donc c'est pour ça qu'il y a un football à 2 vitesses. Les uns seront suivis par les banques, par les fonds d'investissement, et les autres devront forcément se réguler. Mais tu dis qu'il y a un football à 2 vitesses. Dernière question, là, vraiment. Sauf que, de toute façon, on va dire le football d'en haut, donc c'est-à-dire les clubs qui peuvent payer des sommes folles, continueront quand même à payer très cher, par exemple, le joueur qui vient... imaginons que Jules Koundé, parce que, par exemple, Jules Koundé, s'il est vendu et s'il quitte Séville, il y a 20% qui reviennent à Bordeaux. Si Bordeaux allait encore bien, potentiellement, le Barça va l'acheter 80 millions, donc... Tu récupères 20%, ce qui est quand même énorme. Donc en fait, tu seras toujours tenté de finalement racheter un joueur plus cher que ce qu'il faudrait l'acheter, lui donner un salaire toujours plus important que ce que tes finances te permettent. Et donc finalement, cette dérégulation que condamne Mélisande et tout le monde, elle existera toujours. Parce que les gros, les puissants, ils auront toujours la volonté d'acheter un joueur... Il n'y en a pas des tonnes, mais genre, le joueur qui est vraiment bon, tous les grands clubs vont vouloir se l'arracher, donc il y aura toujours une spéculation. Toujours, bien sûr. Bon. Pour ça, il faudra mettre en place, j'imagine, des garde-fous. Mais oui, tu as raison.